Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, nous revenons sur une élection qui suscite des interrogations, celle de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Une nomination qui, au-delà des apparences, cache des luttes d'influence majeures. Pourquoi le Kenyan Raila Odinga, grand favori, n'a-t-il pas été retenu? Que s'est-il passé en coulisses? Pour y répondre, nous allons aborder ce sujet avec nos deux panélistes ce soir. Bonsoir Macky Oumed Gaba. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de l'Alliance républicaine pour le développement ARD en France. Merci. Et à vos côtés, on ne présente plus Makayan Gebla, vous êtes journaliste, défenseur des droits humains, et également ancien conseiller à la présidence tchadienne. On va revenir un petit peu, on va faire un petit bond dans le temps, donc on remonte au 15 février 2025, c'était lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, et c'est finalement, on l'a dit en introduction, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis près de 20 ans, qui a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Une nomination qui intervient dans un contexte de tension sur le continent. On ne cesse de parler depuis ces dernières semaines, notamment de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et on l'a dit en introduction, ça a été finalement une grande surprise. On pressentait le Kenyan à la tête de l'Union africaine. En un mot, peut-être, Makaïla, comment est-ce que vous qualifierez cette élection à la tête de l'UA? Bien, écoutez, vous l'avez tout dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu des suspens au début de cette élection. Mahmoud Ali Youssouf, 20 ans de carrière diplomate en tant que chef de la diplomatie djiboutienne, il n'était pas parti favori, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, et subitement, en fait, c'était lui qui a été élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, succédant ainsi à Moussa Faki Mahamat, qui a fait pratiquement 2 mandats à la tête de cette commission. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a eu des coulisses, il y a eu des plaidoyers, il y a eu effectivement, c'est ce qu'on appelle dans le langage effectivement diplomatique, des couloirs qui ont abouti à peut-être certainement changer les points de vue des uns et des autres, sinon l'ancien président Raila Odinga Kenya était parti pour être à la tête de cette commission, mais finalement, en fait, le choix d'un francophone a prévalu sur un anglophone. Et là, je suis convaincu qu'effectivement, certainement, la diplomatie extérieure et notamment les liens forts qui unissent Paris à Djibouti a dû peser sur la décision effectivement des chefs d'État présents le jour de cette élection. Est-ce que la France a eu un rôle à jouer? On va essayer de se poser la question au cours de cette émission. Macky, quelle lecture faites-vous de cette victoire du Djiboutien? Effectivement, c'est une surprise, puisque le favori, archi-favori, était le Kenyan Raila Odinga. Il y a eu des interventions multiples pour que cela ne se passe pas de cette façon. Néanmoins, il y a quand même un point important qui a joué, c'était la personnalité d'opposants historiques de Raila Odinga, mais aussi de personnalités... opposant à William Ruto. À William Ruto, bien sûr, oui. Même s'il a été Premier ministre un temps, c'est la figure d'opposition. Et lui, il serait une personnalité difficile à manier, à manipuler au niveau de l'Union africaine. Il aurait eu une parole forte, il aurait eu des exigences pour le continent, puisqu'il a beaucoup milité pour les droits des Africains, à la liberté, à l'économie, à la démocratie. Et alors qu'en face de lui... Qu'est-ce que ça traduit justement du profil ça traduit qu'en fait on veut appliquer à l'Union africaine la stabilité forcée, typique à Djibouti, dont Mahmoud et les suiveurs, et voire l'applicateur, puisqu'il est dans ce système de démocratie absente, mais de stabilité forcée à Djibouti depuis 25 ans. Donc je crois que le modèle choisi pour l'Union africaine, malheureusement, c'est le modèle de l'absence de démocratie, de l'imposition d'une stabilité forcée pour que l'Union africaine entre dans les ordres des intérêts internationaux qui ne sont pas les intérêts africains, notamment sur la démocratie. Un profil malléable qui permet de servir les intérêts étrangers, Makaïla, Justement, en fait, l'analyse faite par Macky Oumed Gaba est aussi pertinente, étant donné que Moussa Faki, comme vous le savez très bien, était aussi, en fait, avait le même parcours itinéraire diplomate comme
comme Mahmoud Ali Youssouf. Moussa Faki fut ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Travaux, homme de serrage du système Déby, qui l'a propulsé à la tête de la Commission de l'Union africaine. Donc il y a eu un consensus, si je peux me permettre de dire, des chefs d'État africains qui ont porté le choix sur Moussa Faki et qui est venu effectivement être à la tête de cette commission. Aujourd'hui, un Djiboutien remplace un Tchadien. Et donc, si vous faites un parallèle entre les deux régimes et les deux systèmes politiques, c'est que Djibouti, longévité du pouvoir d'Ismaël Omar Guelleh, au Tchad, Déby a fait 30 ans, donc même longévité du pouvoir, et donc les deux ministres, les deux personnalités étaient respectivement ministres des Affaires étrangères dans leur pays d'origine. Et donc, nous pensons qu'il n'y a pas de rupture tant souhaitée par l'ensemble des voix divergentes sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'en fait, Raila Odinga, comme vous l'avez dit, c'était un opposant reconnu, et s'il venait, peut-être il pourrait impulser un nouveau souffle à cette commission de l'Union africaine. Et donc cela a fait susciter des résistances dans l'opinion d'abord africaine, dans le rang de certains pays qui sont restés réfractaires à des réformes profondes, réformes qui pourront être au profit de l'opposition, qui pourront être au profit des masses populaires africaines qui réclament à corps et à cri effectivement des réformes profondes, même des refondations profondes de l'Union africaine. Et donc cela a pu certainement aurait dû empêcher Mahmoud Ali Youssouf de venir effectivement à la tête de la Commission africaine. Mais la volonté du peuple, une fois de plus, a été effectivement volée par effectivement des puissances extérieures. Certainement, ces puissances extérieures ont toujours été quand même à tout le processus effectivement de la constitution de l'Union africaine, et nous avons sans cesse décrié, nous avons sans cesse tenu et dit partout dans les débats que l'Union africaine n'est pas une Union africaine des peuples, parce que ce n'est pas une institution de la base vers le sommet, c'est plutôt une institution du sommet vers la base. Ce qui fait que les valeurs... Elle est critiquée notamment pour son manque d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances. On sait que le Kenya, il bénéficie du soutien des États-Unis. Djibouti... ça a fait l'objet notamment d'une émission sur ce plateau. Djibouti accueille la plus grande base militaire française sur son territoire. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, Macky, ces influences, elles ont joué dans cette élection? Elles ont joué dans cette élection à ce point-là, au point que l'Union africaine s'est vue imposer un président de commission qui n'était pas, excusez-moi, qui n'était pas attendu par le peuple africain. L'Union africaine, il était temps maintenant quand même de passer un peu à autre chose, de passer à une Union africaine ouverte vers les peuples, à une africaine qui se construirait avec le peuple, avec l'observation des oppositions, et les oppositions africaines étaient assez proches à l'Odinga. Donc cela montre que nous sommes encore dans une perpétuation d'une sorte de dictature. Les clans des chefs d'État africains vont revenir, vont reprendre du pouvoir. Moussa Faki n'était pas différent de Ahmed Ali Youssouf. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Mahmoud Ali Youssouf, lui, il représente un système. On peut peut-être en parler. Le système de Djibouti est un système particulier. 48 ans de pouvoir d'Ismaël Omar Guelleh après le pouvoir de Hassan Ghoulé Abtidon, le président, et son neveu sont accaparés la présidence de Djibouti depuis 48 ans. Sur les 25 dernières années, c'est Mahmoud Ali Youssouf qui était d'abord secrétaire général adjoint du parti, le parti unique, et un parti unique de fait, puisque les partis d'opposition n'ont pas le droit d'exister. Les statuts légaux des partis sont retirés ou n'ont pas droit aux statuts légaux les partis d'opposition. Il y a un seul parti qui régente tout le système depuis les 48 ans. Et Mahmoud Ali Youssouf, notamment, il a été secrétaire général adjoint du parti principal, du parti gouvernemental qui s'appelle le RPP, Rassemblement pour le peuple, qui appartient à une coalition gouvernementale où on a coopté des petits partis qui s'appellent l'UMP, Union pour la majorité présidentielle, qu'on a copié-collé sur la France. L'UMP, c'est pareil que l'UMP en France autrefois. Et ce monsieur Mahmoud Ali Youssouf, il est donc issu de ce système-là. D'autre part, Mahmoud Ali Youssouf, il a aussi une application dans les biens mal acquis en réalité, puisque il a déclaré lui-même dans une interview que j'ai écoutée récemment, il a des villas sur Djibouti, il a une maison aussi sur la France, en Seine-Saint-Denis, il a aussi des maisons en Égypte, mais également en Afrique du Sud.
Donc, les deux villas, ou plus de villas qu'il a à Djibouti, l'une a été louée comme ambassade saoudienne. Donc, vous imaginez les liens qui existent. Un signal négatif pour la démocratie. Complètement, oui. Et voilà. Et d'autre part, lorsque la corruption à Djibouti a été visée par une association comme Sharpa, qui a déposé avec une association africaine, djiboutienne, une plainte pour détournement de biens publics. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la famille de Marguelé est poursuivie actuellement pour bien mal acquis ici en France, mais Mahmoud Ali Youssouf, lui, à l'époque, quand la demande a été déposée en 2018, nous n'avions pas encore d'informations sur ces biens immobiliers à l'étranger. Aujourd'hui, il y a davantage d'informations sur ces biens immobiliers. Est-ce qu'il faut actionner les droits des peuples africains, à savoir où va leur argent, et exige qu'on fasse ces demandes. Donc ça, c'est aussi une appartenance à un système. Et le fait justement que ce soit un haut diplomate qui soit issu de ce système, le fait qu'ils prennent justement la tête, ça va décrédibiliser l'institution, donc l'Union africaine, sur les questions de gouvernance et les questions de démocratie? Bien naturellement, parce qu'en fait, il vient pour protéger un régime qui a été décrié, comme l'a dit Macky, un régime qui a une longévité de 48 ans à la tête, auquel lui, il ne peut pas dissocier sa responsabilité effectivement de la gestion calamiteuse, de la gestion prédatrice des ressources du pays, de la confiscation du pouvoir par effectivement une famille, un pouvoir où il y a difficulté d'alternance dans ce pays qu'est Djibouti. Et donc pour nous pensons qu'effectivement, vous l'avez évoqué dans votre question tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a-t-il une ingérence des puissances extérieures? Et forcément, on ne peut pas nier l'ingérence des puissances extérieures, et notamment on fait allusion à la France qui aurait certainement influencé les plus de positions lors de cette élection. Et donc pourquoi? À l'heure où la France perd de plus en plus d'influence, notamment militaire, sur le territoire. Justement, et Djibouti reste la dernière base. Et justement, au moment où, selon Emmanuel Macron, selon lui et selon la France, la position de la France, c'est qu'on est en train de vouloir décamper certains du Sahel. On a décampé un peu partout du Sénégal et même de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui du Tchad. Et donc Djibouti reste les derniers remparts pour la politique française, surtout sur la question sécuritaire, et que Djibouti est une position stratégique pour Paris. Et donc Paris, certainement, a souhaité avoir quelqu'un qui serait de sa dévotion, quelqu'un qui pourrait porter effectivement la politique française au plan international. Pourquoi? Parce que M. Mahmoud est, on le dit, trilingue, il parle l'arabe, il parle l'anglais, il parle le français. Et donc la France, certainement, a misé on vante notamment ses compétences, sa maîtrise des dossiers, sa connaissance de l'institution de l'Union africaine. C'est ça, pendant une vingtaine d'années, il n'a fait que participer effectivement au fora, au sommet sur le continent. Et donc on ne peut pas nier sa compétence, mais seulement on peut nier effectivement sa proximité avec le pouvoir djiboutien, et le fait que l'Union africaine, qu'il succède à Moussa Faki, qui lui-même vient d'un pouvoir décrié dans le Tchad, donc ça nous pose problème, parce que pour nous, observateurs avertis des institutions africaines, et au regard effectivement de la volonté panafricaniste qui se manifeste de plus en plus sur le continent, nous pensons que Mahmoud Ali Youssouf ne pourra pas incarner la rupture tant souhaitée par les voix de la société civile, tant souhaitée par l'opposition démocratique, et même l'ensemble des masses africaines qui appellent de relever à une rupture réelle sur le continent. Donc nous pensons que nous demandons effectivement plus la neutralité des pays amis, que ce soit la France, que ce soit la Chine, qui sont parties prenantes et bien contributrices de fonds de l'Union africaine, doivent vraiment avoir plus de recul pour permettre l'émergence d'une démocratie sur le continent africain. Or, le fait que Mahmoud soit aujourd'hui pilote, on aura pour 4 ans. Et donc, pour moi, je pense que ça va impacter sérieusement sur la politique intérieure de Djibouti, parce qu'en fait, il empêchera, et dans bientôt, Ismaël Marguelé est candidat à une élection à Djibouti. Et donc, cette candidature ne peut être que validée certainement par la Commission africaine dont Mahmoud Youssouf est à la tête. Donc, nous pensons qu'effectivement, il y a un problème sérieux, même sur le fonctionnement de cette institution panafricaine qu'est l'Union africaine, si le fonctionnement même de la Commission de l'Union africaine, qui est aujourd'hui une institution complètement sous le contrôle, si je peux me permettre de dire, sous le contrôle d'un homme qui est vraiment issu d'un système
qui est totalement antidémocratique. Par ailleurs, est-ce qu'on peut faire la distinction entre l'homme, qu'on décrit comme ministre des Affaires étrangères, diplomate, et la fonction qu'il a occupée, notamment dans d'autres organisations sous-régionales comme l'IGAD, et son rôle de médiateur dans la résolution du conflit au Soudan? C'est des qualités qui lui ont été louées. Est-ce que, comme on l'a dit, dans un contexte de tension sur le continent africain, avec la République démocratique du Congo notamment, mais la crise au Soudan qui continue à sévir, est-ce que ces qualités-là ne vont pas lui permettre justement d'aller dans le bon sens pour ces 4 années à venir? En réalité, c'est exactement ce que nous pouvons observer. Et Djibouti a participé à pas mal de résolutions de conflits dans la région, entre les deux Somalies, mais aussi entre les deux Soudans. Et aujourd'hui, on voit bien que cela n'a pas été au niveau, puisque ces pays-là continuent de se déchirer, la Somalie est toujours divisée, le Soudan ne fait que perpétuer le système de guerre civile, aussi bien dans le Soudan du Nord que dans le Soudan du Sud. D'ailleurs, la séparation du Soudan en deux, ça a été un échec de la diplomatie africaine, puisqu'il était question au départ de garder un Soudan uni, un Soudan fort et uni. Donc Mahmoud Ali Youssouf, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères de Djibouti, ayant participé à la résolution des conflits dans les pays de la Corne de l'Afrique, cela n'a pas eu de résultat quelconque. Simplement, il faut dire, si Mahmoud Ali Youssouf a certaines qualités liées à l'expérience, je peux dire une chose. D'une part, l'expérience, il l'a eu dans un cadre où sa parole était seule, puisqu'il n'y a pas de contradicteur. C'est une parole qui appartient à la dictature. Donc il apporte la parole de dictature avec éventuellement des moyens de pression fournis par la dictature. Alors forcément, il remporte forcément la mise dans la parole. Mais ce qui est possible de réaliser pour Mahmoud, c'est montrer son intégrité. Si l'intégrité pouvait être démontrée, notamment, il serait simple, ici et maintenant, il fait une déclaration de patrimoine. Ça a été demandé par les ministres, au ministre djiboutien dans une loi djiboutienne de 2014. Lui n'a jamais déposé son patrimoine. Donc l'Union africaine, officiellement, ne demande pas que le patrimoine soit déclaré pour être candidat à la Commission de l'Union africaine. Néanmoins, une loi de l'Union africaine dit aussi que c'est recommandé. Donc, s'il veut être une personnalité à qui on peut donner une chance pour son expérience diplomatique, alors qu'il déclare son patrimoine, et nous verrons si il doit relever ou non alors de la plainte pour bien mal acquis qui est déjà entamée ici sur Paris. Donc, il n'y a pas d'expérience positive sur la résolution de conflits telle qu'on peut citer et dont on pourrait se féliciter en réalité. Moi, je pense qu'effectivement, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés depuis un certain temps, en ce qui concerne les diplomates africains dont la presse internationale loue effectivement le background, loue les compétences. Là, vous avez évoqué sa médiation dans le conflit soudanais. Et le conflit soudanais, si on voit bien, c'est aggravé, ne s'est pas éteint malgré son envergure des diplomates chevronnés. Ce qu'on reproche, c'est la perversité de nos diplomates depuis un certain temps. Donc on a l'impression que ces diplomates qui sont pervers, qui sont souvent au compromis avec des régimes beaucoup plus autoritaires, mais qui ne sont pas à mesure effectivement de tourner la page de leur parcours diplomatique. Et donc subitement, quand ils quittent un ministère aussi stratégique que le ministère des Affaires étrangères, ils atterrissent dans des institutions internationales comme la Commission de l'Union africaine ou bien à la BAD, donc une notion financière. Et donc, c'est le cas de Mahmoud Ali Youssouf. Maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, c'est que le problème qui va se passer, c'est qu'on a un conflit encore patent au Soudan. On a un conflit dans les Grands Lacs. Et ce à quoi nous attendons, ou bien l'ensemble du continent attend, l'arrivée de Mahmoud Youssouf comme diplomate chevronné qui pourrait atténuer le problème. Or, on a constaté que son arrivée suscite déjà des réserves vis-à-vis même de l'opinion publique djiboutienne et de l'opinion africaine. Et on a constaté également que le Grand Lac, la RD Congo et le Rwanda sont en conflit ouvert, conflit armé, avec une dimension, avec une intensité de plus en plus élevée, où l'Union africaine a montré ses limites en tant que vraiment impuissante, ou bien par sa passivité, elle est impuissante de résoudre ce conflit, et qui est Mahmoud Ali Youssouf qui est venu
c'est que c'était un Moussa Faki qui a déjà montré ses limites parce qu'il n'a pas pu lui-même résoudre aucun problème sur le continent africain. Il a fait un bilan lui-même, il a rendu ce bilan élogieux, mais les observateurs les plus avertis pensent que Moussa Faki n'a pas réalisé ce que voudraient les Africains. Donc nous pensons que l'espoir de voir effectivement un changement à la tête de la Commission des Nations africaines s'est effrité au fur et à mesure. Cet espoir de courage qui devait quand même susciter un peu de l'attention des observateurs africains a été complètement atténué. Donc maintenant, il faut espérer autrement, je ne sais pas comment, il faut trouver une solution pour que Mahmoud Youssouf puisse être au service de la Commission africaine et donc de l'Union africaine. Et pour cela, il faut absolument que les voix de la société civile s'expriment au sein de cette institution qui, de mon point de vue, n'est pas inclusive. Oui. Macky, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais compléter. Je voudrais faire un lien très rapidement entre l'absence de démocratie justement dans un pays comme Djibouti et la question des biens mal acquis. Puisque nous observons que dans les 5 pays dont Djibouti fait partie en Afrique, où il y a des affaires pour biens mal acquis ici en France, mais aussi ailleurs en Europe, et il y a donc la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, Brazzaville, et il y a Djibouti. Bien sûr, il y a aussi le Cameroun de Paul Biya. Ces 5 pays ont en commun quoi ? En commun d'être au pouvoir, le président est au pouvoir depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Donc plus la présidence reste propriété privée de certains chefs d'État, plus la corruption, l'implication dans le détournement des fonds publics sont là. Djibouti fait partie de cette logique-là. À Djibouti, cette question est tellement prégnante qu'elle a été posée par beaucoup d'organisations et le gouvernement de Djibouti récemment, il y a déjà 5 ans, a mis en place une commission nationale indépendante pour lutter contre la corruption. Mais extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? La commission est dirigée par la fille du chef d'état-major des armées. C'est à la djiboutienne, ça n'a pas de sens. Comment on peut être autant impliqué, autant parti et jugé parti dans une affaire comme ça? Et cette dame, donc Badria Cher Ahmed Ibrahim, qui est la fille du chef d'état-major général des armées de Djibouti, est placée à la direction de la commission de lutte contre la corruption. Alors même que son paternel, qui a plus de 80 ans, c'est une sorte de Paul Biya, chef des armées de Djibouti, a également à son tour, lui, des biens mal acquis. Donc ce système-là, tant que ce système-là perdure à Djibouti, on ne peut pas faire confiance à Mahmoud Ali Youssouf qui en vient. Donc la diplomatie française, par exemple, mais étrangère, s'assure un allié de taille avec Mahmoud Ali Youssouf à la tête de l'UA. La démocratie, la diplomatie française, elle a, je pense qu'elle a peut-être besoin de Mahmoud Ali Youssouf, puisque c'est le dernier pays, après le Gabon, le dernier pays qui a encore une base militaire française. Et comme je le disais la dernière fois, si la France peut participer et peut accompagner Djibouti sur la démocratie, la base militaire française peut continuer à participer, à surveiller la mer Rouge et les bateaux et les paquebots. Simplement, si elle continue plutôt à soutenir la dictature, alors ce n'est pas possible. Donc, nous faisons un appel, aussi bien à la France que à Djibouti, d'aller dans le bon chemin démocratique libre par rapport à l'Afrique, aux besoins de l'Union africaine, pour qu'on puisse faire confiance. Et la première demande, là, que je reformule, c'est déclaration du patrimoine de M. Mahmoud Ali Youssouf, en signe de volonté de poser les bonnes manières, absolument, les bonnes pratiques par rapport à la fonction qui lui arrive. Je vous retourne la question, Makaïla. Déclarer ses revenus, ça fait partie justement des preuves justement qui permettraient de prouver justement que Mahmoud Ali Youssouf défendrait les intérêts africains plutôt que celui des puissances étrangères. Quel autre exemple? Mais justement, parce qu'en fait, une des exigences fondamentales de tous les voies démocratiques sur le continent, c'est que quand vous venez au pouvoir, ou bien quand vous venez aux affaires, il faut décliner, il faut bien montrer à la face du monde ce que vous possédez. Or, on a l'impression qu'il y a une absence totale de transparence dans les biens
mal acquis de nos dirigeants. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a une rupture de confiance entre les peuples et leurs dirigeants. Et c'est le cas, effectivement. Si aujourd'hui vous avez évoqué effectivement la protection, c'est comme si la France protégeait un peu certaines dictatures africaines sur le continent. Il a parlé des dictatures depuis l'Afrique centrale. Donc vous avez le Congo avec des longévités de pouvoir, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, et donc le Djibouti qui reste les derniers remparts, comme je l'ai dit, de la politique étrangère de la France sur le continent africain, et notamment dans un pays francophone, parce que Djibouti, il faut le dire, c'est un pays francophone. Et donc moi, ce que nous avons tous tendance à dire, nous avons beaucoup de respect pour la diplomatie française sur Ghana, c'est que malgré les plaidoyers que nous avons essayé de faire auprès du Quai d'Orsay, c'était dans le but effectivement de faire en sorte que la France ait des bons rapports avec ses anciennes colonies. Or, on a l'impression que les rapports qu'elle a toujours avec nos États, c'est des rapports complètement disproportionnés, qui n'arrangent pas d'ingérence multiforme, de maintien au pouvoir des régimes décriés, impopulaires, mais également effectivement des minorités au profit de la majorité. Et donc ça pénalise, pourquoi? Ça pénalise même l'image de la France en tant que grande démocratie, ou grande démocratie, mais aussi défendeur des valeurs universelles, donc l'état des droits, la bonne gouvernance, l'alternance démocratique. Or, ces valeurs qui sont certainement respectées sur le continent, ici en France, elles ne le sont pas ailleurs. Et donc c'est ça en fait, c'est que nous pensons que Paris doit saisir l'opportunité historique, mais elle ne l'a pas fait sur le cas de Mahmoud Ali Youssouf. Malheureusement, elle a soutenu effectivement à l'arrivée à la tête de la Commission africaine des noms qui, effectivement, qui disaient qui refusaient de faire connaître à l'opinion publique, d'abord djiboutienne, mais à l'opinion internationale, les biens qu'il a amassés pendant 25 ans à la tête de la diplomatie djiboutienne. Donc nous pensons que ce qui se passe à Djibouti, on peut les transposer sur l'ensemble des pays africains, excepté quelques rares, comme le Sénégal, avec qui j'ai beaucoup de respect, où on exige effectivement une société civile forte, une opposition dynamique, ou une maturité politique agissante, qui oblige effectivement un chef d'État de ventiler, si je peux me permettre le terme, de ventiler les biens qu'il a amassés. Or, ce qui n'est pas réalisable ni à Djibouti, ni au Congo, ni au Gabon, dans les pays que vous avez cités. Donc, en tout cas, la question effectivement de l'Union africaine qui devait être quand même cet espace qui fédère tous les États africains, malheureusement, les voix africaines ne s'identifient pas. Les voix africaines les plus exigeantes ne sont pas prises en considération. Donc nous pensons que la question de l'inclusivité, encore une fois de plus, se pose, et que la situation va encore se complexifier, se compliquer, autant pour le Djibouti que pour les autres pays, les forces progressistes en lutte. Et justement, en parlant des voix africaines, Macky, vous représentez donc l'Alliance républicaine pour le développement, donc un parti d'opposition. Vous faites le lien justement entre Djibouti et la France. Quelle réaction justement de la population face à cette nomination? La population d'une part est fière qu'un Djiboutien ait été élu président de la Commission de l'Union africaine. Donc je comprends, une partie de la population est sincèrement fière, puisque c'est la première fois que cela arrive, et c'est pas arrivé dans tous les pays d'Afrique non plus, donc c'est extraordinaire. Mais ensuite, connaissant le personnage, dans le cadre, non pas de ses compétences éventuelles, mais dans le cadre de ses malversations à Djibouti, la même population qui est fière, le regrette aussi, puisque qu'est-ce qu'il va réaliser? Est-ce qu'il va trouver un nouveau souffle? Est-ce que le fait de ne plus être sous l'autorité directe du président de Djibouti va lui donner une marge de manœuvre, l'émanciper? Ça, c'est le grand espoir de tous les Djiboutiens. Et c'est à ça que nous nous appelons. Pour la première fois de votre histoire politique, vous n'êtes pas sous l'autorité du dictateur, de l'autocrate, en tout cas Ismaël Omar Guelleh. Alors montrez-le, montrez votre deuxième personnalité, montrez ce que vous pouvez faire. Et si cela arrivait, ça serait parfait, mais ce serait bien quand même de commencer par le minimum vital, déclarer son patrimoine. Voilà. Et juste un rappel sur ce point-là. En 2015, il y a eu une anecdote très intéressante. Octobre 2015, le vizir c'est une autorité coutumière de Djibouti, dans le nord de Djibouti, il y a un sultan et un vizir. Le vizir était en déplacement ici en France, et il était invité par une association de lutte pour les droits de l'homme à Brest, collectif djiboutien pour les droits de l'homme, collectif breton pour les droits de l'homme. Il a été invité et il a déclaré que
Djibouti, notre beau pays, c'est dommage qu'il soit gangrené par la corruption. Il a déclaré ça. C'était en octobre 2015. Aussitôt après, début novembre 2015, Mahmoud Ali Youssouf en personne a pris son terrain dans le village où habitait donc Sultan. Il a confisqué son terrain à bâtir et il a commencé à bâtir lui-même. Il a fallu que le vizir Cheikh Mohamed quitte en novembre 2015 Brest, la France, retourne à Djibouti pour ouvrir un procès et pour essayer de récupérer son terrain qui est en train de perdre parce qu'il avait critiqué le sultan. Donc on n'a pas eu de preuve de cause à effet, mais la coïncidence temporelle est là. Octobre 2015, il déclare non à la corruption à Djibouti, étant en Brest, et en novembre 2015, il perd son terrain. Finalement, non seulement il n'a pas pu récupérer son terrain sur le coup, il a été mis en prison, la grande prison de Djibouti, Gabon. Il y est resté plusieurs semaines. Finalement, après, il a été libéré et les autorités coutumières ont eu le courage de demander de le libérer et de pouvoir récupérer son terrain, puisque c'est un terrain qui appartient au vizir depuis des centaines d'années, à sa famille. Oui, je voulais juste compléter, Maki, c'est que vous évoquez, Soukaina, vous évoquez effectivement, quelle était la réaction dans l'opinion publique djiboutienne. Moi, je pense que l'opinion publique djiboutienne était... La tendance, parce que c'est toujours dur de parler au nom de tout un peuple. C'était d'abord une victoire diplomatique pour le pouvoir en place, donc pour le régime djiboutien. Et donc, les Djiboutiens qui ne se retrouvaient pas à la tête, qui ne s'attendaient pas à se retrouver à la tête, effectivement, d'une commission aussi stratégique comme la Commission de l'Union africaine. Mais dans l'opinion critique, donc politique, donc la masse politique, donc l'opposition djiboutienne en exil, hein, moi je suis en contact avec l'opposition djiboutienne, elle était sidérée parce que pour elle, l'arrivée de cet homme à la tête d'une commission aussi stratégique comme la Commission de l'Union africaine fragilisait un peu, effectivement, rendrait invisible les actions que vont mener les Djiboutiens à l'étranger, c'est-à-dire que les plaidoyers qu'ils vont faire auprès de l'Union africaine, que ce soit auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, que ce soit au niveau de l'Union européenne, ces plaidoyers n'auront pas un écho retentissant, n'auront pas effectivement un sens, étant donné qu'il y aura un verrouillage systématique, parce qu'en fait, la personne qui est aujourd'hui à la tête de la Commission africaine ne pourra pas permettre à ce que des parlementaires européens ou bien le Parlement africain pourra peut-être se pencher sur des questions les plus sombres à l'intérêt des questions djiboutiennes. Donc en tout cas, la diaspora djiboutienne en exil, la diaspora la plus militante, elle est aujourd'hui lésée parce qu'en fait, elle ne s'attendait pas. Donc en tout cas, on va vers une élection aussi décisive pour Djibouti, mais sans cette diaspora, sans une opposition qui espère un jour voir une alternance dans son pays. En tout cas, nous autres qui sommes... Ce mandat, ce sera finalement ce sera un échantillon de ce que pourrait donner une gouvernance à Djibouti, une gouvernance changeante, finalement. C'est ça. En tout cas, c'est l'espoir que vous formulez au niveau de l'opposition. Il faudrait que ces mandats-là soient à l'image du mandat que nous espérons à Djibouti. En 2026, il y aura des élections présidentielles. Et en 6e mandat, donc c'est la 6e fois que le chef de l'État de Djibouti veut se représenter après avoir fait modifier la Constitution. Et Mahmoud Ali Youssouf a toujours été le numéro 2, le plus fidèle de ce dictateur. Donc comment lui, avec cet état d'esprit, va-t-il gérer l'Union africaine? C'est une question que je laisse à l'appréciation de tous nos amis africains. Bon, pour compléter, moi je pense que si Mahmoud Youssouf était intelligent, en fait, c'est qu'il se recule par rapport au pouvoir central de Djibouti, il pourrait, en s'écartant de Djibouti, en s'éloignant, je veux dire, de Djibouti pour être à Addis Abeba et être à la commission il faut qu'il essaie d'ambitionner, de réfléchir comment mettre son expérience maintenant internationale qui va acquérir pendant son séjour, pendant en fait sa gouvernance à la tête de la Commission africaine pour aider Djibouti à être une véritable démocratie. Parce que les Djiboutiens aussi souhaitent un jour, ce Kenya, connaître l'alternance. Parce que dans ces pays, 48 ans, c'est lourd, c'est pesant. Il y a l'impossibilité, c'est ce que je dis comme toujours, l'impossibilité d'espérer un jour qu'un opposant vienne à la tête de Djibouti par une élection libre et transparente. L'option qui va les rester, c'est l'option de la rue. Et l'option de la rue a été expérimentée en 2013, où l'USN, l'USN c'est une coalition de partis politiques djiboutiens qui avait organisé une manifestation grandiose à Djibouti, mais qui a été réprimée violemment, mais sans qu'il y ait l'ouverture d'une enquête internationale. Non, en tout cas, nous,
prions que M. Mahmoud Ali Youssouf, qui est à la tête de la commission, puisse quand même acquérir d'expériences qui lui permettront cette fois-ci de créer les conditions d'une alternance dans son pays d'origine. Et on va se pencher en deuxième partie d'émission justement sur les défis qui l'attendent à la tête de la présidence de l'UA. Et il y en a évidemment énormément. Donc la République démocratique du Congo, le Soudan, le Sahel. On prend une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Plusieurs crises sécuritaires minent pour l'instant le continent africain. Makaila, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, quelles devraient être les priorités immédiates du nouveau président de la Commission pour redonner justement une crédibilité à l'organisation sur les questions de paix et de sécurité? Mais écoutez, c'est une question très pertinente. Vous l'avez souligné et surtout les observateurs et les médias internationaux l'ont souligné, que M. Mahmoud Ali Youssouf atterrit à la tête de la Commission de l'Union africaine avec des défis énormes, défis sécuritaires, défis de conflits politiques, défis effectivement de contentieux liés effectivement à la démocratie sur le continent africain. On a d'abord le conflit armé du Soudan qui est très proche de Djibouti, auquel lui maîtrise très bien depuis un certain temps. C'est que ce conflit a pris encore une intensité assez grave où, encore une fois de plus, il était élu le 15, vous l'avez dit, 15 février, mais au même moment, les forces opposées au pouvoir central de Khartoum se sont réunies à Nairobi, où ils ont déclaré effectivement un État parallèle, ça veut dire qu'un État opposé au pouvoir central de Khartoum. Donc du coup, c'est un défi, c'est ce qu'on appelle un sac de nœuds diplomatique pour Mahmoud Ali Youssouf, qui devait quand même résoudre d'abord le problème soudanais, qui est un problème d'envergure importante parce que c'est un conflit armé. D'autres conflits armés, c'est lié effectivement au Grand Lac. Le conflit qui oppose aujourd'hui la RD Congo au Rwanda, qui soutient ou bien accusé d'avoir soutenu le M23, qui avance de manière exponentielle jusqu'à vouloir même renverser le pouvoir de Kinshasa. Et donc c'est un conflit qui implique effectivement les puissances étrangères, dont les puissances étrangères qui sont pointées de doigt par la RD Congo d'être derrière le Rwanda et qui lui-même est derrière le M23. Et donc est-ce que Mahmoud Ali Youssouf pourra-t-il résoudre tous ces gens de problèmes? Le troisième problème, c'est le Sahel. Le Sahel qui est englué dans une crise profonde, plus sécuritaire, avec le Mali, le Niger et le Burkina qui ont déjà quitté effectivement la CEDEAO et qui ont été suspendus par l'Union africaine. Et que le chef de l'État tchadien, lors de son discours, de son allocution, en marge de ce sommet, avait demandé le retour de ces pays qui sont suspendus parce qu'ils sont à l'origine du coup d'État. Et est-ce que Mahmoud Ali Youssouf pourra-t-il effectivement convaincre ces gens qui sont déjà, ces auteurs de coup d'État, qui sont en train de vouloir pérenniser leur pouvoir par des élections libres qui ne sont pas transparentes, étant donné qu'ils ont déjà donné, à l'issue effectivement de conférences qui sont très mal organisées, non inclusives, ils ont déjà commencé effectivement à projeter des 5 ans de transition, et ces 5 ans pour aboutir à une élection. Et donc tout ça montre effectivement que de gros étranglements qui vont se retrouver en face de Mahmoud Ali Youssouf. Et est-ce qu'effectivement, malgré son expérience, malgré effectivement son expertise en termes de diplomatie, est-ce qu'il pourra résoudre ce point? En tout cas, les questions restent ouvertes. Et donc nous pensons que tous ces problèmes ici cités montrent à suffisance que les défis restent nombreux, autant pour le continent africain, autant pour le président de la Commission africaine qui est M. Mahmoud Ali Youssouf. Macky, je vous retourne la question. Quelle priorité aujourd'hui il a Comme il a déclaré lui-même, il a déclaré 2 priorités. La paix en Afrique, donc notamment au Congo, au Soudan et d'autres pays. Et il a déclaré aussi la mise en place plus rapide de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Alors, les deux sont liés finalement, puisque la ZLECAf va consister à traverser des pays. Ce ne sera pas par hélicoptère que le commerce interafricain se fera. Alors, pour cela, on revient à l'autre point, c'est la paix dans ces régions. Les pays du Sahel, notamment, n'ont pas pu voter à l'élection, puisqu'ils étaient exclus du vote, les 6 pays, parce qu'ils ont été responsables d'un changement anticonstitutionnel suite au coup d'État. Pour cette raison, ils n'ont pas pu voter ni le Niger, ni le Mali, Burkina Faso, Gabon, mais aussi Centrafrique. Est-ce que le fait que ces pays n'avaient pas pu voter pour Mahmoud Ali Youssouf va installer un premier froid entre eux? Je n'espère pas, mais il y a un risque. Concernant le Congo,
démocratique, Kinshasa, c'est un pays clé, puisque avec l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et donc le Congo-Kinshasa, ces 5 pays-là, à eux seuls, ils représentent la moitié de la population et la moitié du PNB africain. On ne peut pas ne pas régler la problématique de l'Afrique, du Congo-Kinshasa, vu l'enjeu que cela représente pour l'économie et pour la démographie, également la superficie, si on y ajoute l'Algérie en Afrique. Mais pour autant, l'Union africaine, elle est souvent taxée d'être un peu à la traîne sur la gestion des crises. Elle est taxée d'être bureaucratique, inefficace. Quelles réformes, justement, Mahmoud Ali Youssouf va devoir mettre en place pour essayer de rafraîchir un petit peu cette institution? Il doit insuffler, un souffle nouveau permettant effectivement à l'Union africaine effectivement de rassurer effectivement les Africains, les pays africains et donc les populations africaines de manière générale. Vous savez, une crise importante que nous n'avons pas soulevée, c'est la question migratoire. La question migratoire reste pour le continent africain un défi. L'Afrique s'est vide. Elle s'est vide de ses forces vives, elle s'est vide de sa jeunesse, elle s'est vide également. Donc du coup, l'Union africaine devrait vraiment repenser et penser une fois de plus comment organiser des forats, pays par pays, des forats de manière zonale, permettant effectivement à la jeunesse africaine de ne pas quitter en masse pour venir ou bien rêver pour un Eldorado qui n'est pas souvent à la hauteur de leur espoir. Tout ça parce qu'effectivement les crises endogènes sont à l'origine effectivement de la paupérisation des jeunes, du chômage endémique et chronique, également effectivement de l'exclusion et de l'inégalité sociale. Tout ça devait être des défis majeurs pour M. Mahmoud Ali Youssouf, mais également les questions démocratiques. S'il ne pense pas effectivement à des élections libres et transparentes avec effectivement un droit de regard du continent de l'Union africaine, nous pensons qu'effectivement ça va être encore une fois de plus les sources de conflits armés, parce que les contestations post-électorales engendrent souvent des conflits armés dans nos pays. Et donc il faut absolument saisir effectivement toutes ces problématiques-là. Et Mahmoud Ali Youssouf, s'il peut vraiment mettre au profit du continent africain et surtout de la Commission et surtout de l'Union africaine toutes ces espérances, nous pensons qu'on aura résolu beaucoup de problèmes. Or, on a l'impression que lui-même, il va être effectivement à la solde des puissances, comme on l'a dit, effectivement des pays qui sont aussi des pays, des pays mentors de Mahmoud Ali Youssouf, parce qu'effectivement, il ne peut pas quand même vouloir se démarquer effectivement dans la ligne de conduite donnée certainement par un pays, comme vous l'avez dit, des pays eux-mêmes qui ne sont pas respectueux effectivement des normes internationales et des normes démocratiques. Donc nous pensons que ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit prioriser effectivement l'agenda qui peut répondre aux valeurs universelles et qui peuvent répondre effectivement aux attentes de nos populations qui elles, aspirent plutôt franchement à un changement profond à la tête de ces institutions. Oui, je compléterai en disant que Mahmoud Ali Youssouf pourrait s'ouvrir au-delà de l'Union africaine et des institutions officielles, aux think tanks, aux associations, aux ONG nombreuses qui ont beaucoup réfléchi sur la question de ce qu'il faut faire en Afrique. Et il existe des centaines. Alors il suffit d'aller voir sur Internet, mais on peut lui faire des propositions. L'ARD, pour ne pas me citer, participe par exemple à l'une des plus grandes organisations panafricaines en France, qui s'appelle la DUP, Dynamique Unitaire Panafricaine, qui regroupe à peu près 35 pays, sont représentés dans la DUP, 35 pays africains. Sur 54, c'est pas mal. Sur 55, c'est presque deux tiers. Ce type d'organisations ont beaucoup réfléchi, beaucoup documenté des problématiques de l'Afrique, notamment sur comment trouver des activités pour les jeunes, comment trouver des activités aussi rémunératrices pour les jeunes et les moins jeunes, quelle place les femmes en Afrique, l'éducation, c'est le thème principal sur lequel nous travaillons, mais aussi la dynamique unitaire panafricaine, la DUP, travaille beaucoup sur la question des élections. Comment faire pour que des élections en Afrique se déroulent bien, puisque les élections permettent de créer une sorte d'entente, de paix entre les populations, puisque on intériorise le fait que l'autre s'y a gagné, c'était normal. C'est la voie que je propose à Mahmoud Ali Youssouf, aller vers les ONG africaines pour s'inspirer des travaux nombreux qui ont été effectués.
Est-ce qu'il peut aider justement Mahmoud Ali Youssouf à l'UA à se repositionner justement sur la scène internationale? Parce qu'on évoquait tout à l'heure, enfin beaucoup tout au long de l'émission, le fait que la France est la plus grande base militaire, mais finalement il y a aussi la Chine, il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a l'Italie. Donc finalement Djibouti est un échantillon du continent africain vis-à-vis des partenariats. Est-ce que en parallèle, avec la montée en puissance des BRICS, de l'AES, est-ce que justement Mahmoud Ali Youssouf a un rôle à jouer pour justement aider l'UA à être plus influente sur la scène internationale, notamment face à la Chine et les États-Unis? Il faut reconnaître que la Commission de l'Union africaine, à travers M. Moussa Faki, a été présente un peu partout dans des rencontres internationales, et rencontres visant effectivement avec des dénominations, le sommet Chine-Afrique, le sommet Russe-Afrique, le sommet des BRICS, etc. L'Union africaine a été représentée. Donc moi je pense que Mahmoud Ali Youssouf devrait saisir certainement par sa présence au sein de ces institutions, par sa participation en tant que au sein de ces institutions, de ces sommets, puisse plaider en faveur des continents africains, plaider la cause des défis auxquels lui il est censé porter, impulsé sur le continent africain. Et donc moi je pense que la participation à ces sommets est une opportunité historique, une opportunité non négligeable pour l'Afrique si ces dirigeants souhaitent vraiment améliorer les conditions de vie, etc. La question liée à la justice sociale. Vous savez, Soukaina, la question liée à la justice sociale gangrène malheureusement nos administrations, gangrène malheureusement la plupart des pays africains de manière transversale et que nous n'arrivons pas, même en créant même des commissions, ce qu'on appelle des autorités indépendantes de lutte contre la corruption, malgré cela, la présence de cela, en fait, la corruption a gangréné ces sociétés. Donc moi, je pense que le fait de participer à ces forats, le fait de participer à prendre part à des rencontres internationales, dimension internationale, pourrait peut-être capitaliser effectivement d'expérience et que si Mahmoud Youssouf pourrait les ventiler pour le continent, ça pourrait être bénéfique. Tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, Djibouti a la chance d'être un pays ouvert, tout petit, mais très important à l'échelle du continent, puisque nous sommes un carrefour stratégique. Nous sommes la porte d'entrée pour les imports-exports de l'Éthiopie, qui est l'un des plus gros pays d'Afrique. Et Djibouti peut être justement une place forte pour la démocratie et pour l'Afrique, en commençant d'abord par une démocratie à Djibouti, sinon ça n'aurait aucun sens. Local, et cela, Mahmoud Ali Youssouf pourrait le proposer, puisque s'il doit jouer quelque chose, il doit jouer justement le contraire de ce qu'il a été à Djibouti. Est-ce qu'il en est capable? C'est tout le mal que je lui souhaite. Il faut qu'il soit capable d'être un peu schizophrène, avoir une autre personnalité que ce qu'il a été jusqu'à ce jour. Il faut se défaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, on doit résumer justement, Makaïla, quel impact l'élection de Mahmoud Ali Youssouf pourra-t-elle avoir sur l'avenir de l'Union africaine, mais également sur l'avenir de Djibouti? D'abord, sur l'avenir de Djibouti, c'est ça qui est essentiel, effectivement. Djibouti, question de gouvernance. C'est ça. Djibouti n'a jamais connu, comme on l'a dit, effectivement, une alternance, mais des personnes qui sont co-responsables, co-gestionnaires de cette situation. Mahmoud Ali Youssouf en fait partie. Donc, moi, je pense qu'il est totalement responsable. Il ne peut pas évacuer sa responsabilité du déficit démocratique que Djibouti a connu ces dernières années. Et donc moi je pense qu'il doit être effectivement un exemple d'une rupture. Maintenant qu'il n'est plus aux affaires à Djibouti, qu'il essaie au niveau de l'Union africaine de faire en sorte que la démocratie qui effectivement est revendiquée par l'ensemble des masses populaires sur le continent soit un acte réel et qu'il marque effectivement de son empreinte son passage à la tête de cette commission de l'Union africaine. Comme ça, on aura retenu qu'aujourd'hui, les Djiboutiens ou bien les Africains qui observent la scène politique à Djibouti disent souvent que Mahmoud Youssouf n'a pas pu se désolidariser du régime djiboutien. Maintenant qu'il est à la tête de la commission africaine, qu'il marque effectivement de son empreinte la volonté de démocratiser le continent africain et de s'imposer par une expérience internationale qui lui permettra, une fois qu'il quittera effectivement cette institution, les gens auront retenu d'avoir vraiment impulsé un souffle nouveau pour le continent africain. Est-ce qu'il peut donner une direction panafricaine à son mandat? Extraordinaire. D'ailleurs, c'était la proposition du candidat kenyan. Raila Odinga avait proposé une dimension panafricaine à sa présidence de la Commission de l'Union africaine s'il était élu. Je crois que ça a fait peur aux partenaires, puisqu'on n'est pas là malheureusement pour
créer une panafrique, on est là pour dépecer ce qui reste de l'Afrique encore et imposer des pouvoirs extérieurs. D'autre part, Djibouti, pour la petite histoire, n'est pas encore membre des BRICS, mais Mahmoud Ali Youssouf, il a dans sa candidature, dans sa campagne pour la candidature, il avait quand même déclaré qu'il était pour les BRICS. Et je ne sais pas s'il a dit à titre personnel ou si c'est une préparation de projet, mais participer à créer une Afrique nouvelle, c'est ça l'objectif. Il est jeune, 59 ans, il a une certaine expérience de la diplomatie, il n'a pas une connaissance de chaque pays, il y en a trop, 55 pays. Néanmoins, s'il veut être utile à l'Union africaine en termes de démocratie, il faudrait qu'il appuie d'abord la démocratie en Afrique et à Djibouti, je veux dire, à commencer par Djibouti, et notamment ne pas soutenir le 6e mandat prévisible du chef de l'État de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, 6e mandat qui est prévu en avril 2026 et pour lequel le chef d'État se prépare. S'il commence par dire « je ne soutiens pas le 6e mandat de Ismaël Omar Guelleh à Djibouti », ce sera un signal donné à tous les pays de l'Union africaine pour un soutien, pour un travail qu'il pourrait faire pour la démocratie. Mais s'il soutient discrètement ou directement la candidature de Omar Guelleh pour un 6e mandat en 2026, il n'y a du coup plus rien à attendre de ce monsieur au niveau de l'Union africaine. Moi je pense qu'il sera vraiment difficile à Mahmoud Ali Youssouf de contredire effectivement son mentor qui est notre, qui est Ismaël Omar Guelleh. Et donc le 6e mandat aura lieu certainement. C'est inévitable. Et donc nous pensons que malheureusement Mahmoud Youssouf était porté effectivement à la tête de cette commission, c'est parce qu'il avait un soutien politique. Le soutien politique, c'est celui d'Ismaël Omar Guelleh. Et donc, ce même soutien politique, il est redevable, effectivement, à un pouvoir qu'il a propulsé au devant de la scène internationale. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Macky, c'est que l'opinion publique djiboutienne était divisée parce que d'un côté, les peuples djiboutiens qui, effectivement, acceptent, résignés d'accepter, effectivement, plusieurs années de règne de M. Ismaël Omar Guelleh et qui est une opinion djiboutienne plus critique, qui pense que M. Mahmoud Ali Youssouf est aujourd'hui à la tête de la Commission de l'Union africaine, va effectivement fermer les yeux sur les dérives les plus autocratiques de ces pouvoirs. Ça nous amène tous effectivement à nous indigner et constater malheureusement les dégâts. Nous pensons que les défis pour nous sont des défis importants, les défis liés à la transparence des ressources de nos États, à l'alternance dans nos États, mais également les défis du respect intégral des droits de l'homme et des libertés sur le continent africain, qui sont les gaz d'un développement harmonieux et d'égalité sociale entre tous les fils et les filles du continent africain. Et on aura 4 ans pour faire le bilan. On essaiera de faire des points étapes entre-temps, évidemment. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Makayan Guebla, d'avoir été parmi nous. Maki Oumed Gaba, merci également de nous avoir aidé à comprendre un petit peu les enjeux de cette élection. Merci, messieurs. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live.